Bien, bonsoir. Bon, nous ne sommes pas très nombreux, mais ma foi, le public est choisi et je vous remercie d'être venu ce soir pour assister à cette conférence qui, alors pour ceux qui n'avaient peut-être pas eu connaissance des deux premières conférences de ce qui s'apparente à un cycle, fait suite à deux autres conférences que vous pourrez écouter sur le site des Archives municipales de Lyon, puisqu'elles ont été enregistrées. La première concernait la datation des archives et la deuxième, leur localisation. Chaque année, dans le cadre de ce que nous appelons la programmation adulte, au cours de laquelle nous proposons des événements pour qui veut, nous avons l'habitude de traiter un thème en particulier. Et cette année, nous avions envisagé de parler de déontologie archivistique. Alors, comme le thème fait un petit peu peur et que sans doute la fréquentation aurait été encore inférieure à celle de ce soir, nous avions envisagé de partir sur des sujets fondamentaux qui sont donc la datation, l'authentification et la localisation des documents, qui sont vraiment des sujets extrêmement importants dans un service d'archives. Sur la déontologie, plus généralement, il y aurait sans doute beaucoup à dire, puisque même le Conseil international des archives a élaboré un code de déontologie qui mentionne les principales exigences qui peuvent régir le métier de ce point de vue. Et ce code, relativement peu connu du grand public, est très éclairant sur le rôle social d'un professionnel des archives et sur les choix aussi qu'il est amené à faire. Alors, les trois sujets que nous avons souhaité traiter dans notre petit cycle de conférences, dater, localiser et authentifier, sont très liés entre eux, comme vous pourrez vous en rendre compte ce soir, puisque évidemment, on ne peut pas parler d'authentification d'un document sans parler de sa datation et de sa localisation. Ils nous ont paru de grand intérêt parce que l'actualité remet sur le devant de la scène la question du faux. La question du faux qu'on trouve bien entendu en abondance sur les réseaux sociaux, qu'on peut trouver aussi dans son propre courrier, et qui n'a pas reçu une facture à son nom adressée par telle ou telle enseigne de grande distribution pour des achats qu'il n'a jamais fait, dans l'espoir bien sûr que pour dénoncer la facture, vous cliquiez sur le lien qui renvoie vers un site frauduleux. C'est typiquement un cas de forgerie qu'on trouve aujourd'hui très fréquemment. La notion de faux peut être envisagée de plusieurs manières. Et il existe à ce sujet une abondante littérature. D'un point de vue juridique, tout d'abord, il faut quand même repartir du droit. Le faux est toute altération frauduleuse de la vérité établie de manière à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou dans tout autre support d'expression qui a pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. C'est l'article 441-1 du Code pénal que je cite ici. La notion a bien sûr des applications très concrètes dans la vie courante, puisque je parlais des fausses factures, mais dans le domaine du marché de l'art, par exemple, prouver qu'un tableau est bien l'œuvre d'un artiste célèbre a des conséquences directes sur sa cote. D'un point de vue archivistique, l'approche de la question de ce qui est vrai ou faux est un peu plus large, car le rapport des archives à la vérité et au droit est complexe. On ne conserve pas uniquement des archives parce qu'elles prouvent des droits, sinon, bien entendu, on pourrait en éliminer beaucoup. Un document d'archive peut induire en erreur sans techniquement être un faux. Les erreurs du passé sont parfois, par elles-mêmes, des faits historiques. Nous essaierons donc d'aborder la question du vrai et du faux en nous inspirant de la démarche diplomatique, celle que Don Jean Mabillon a initiée au XVIIe siècle. Et nous partirons par étapes
de ce qui fait qu'un document original est authentique, pour nous intéresser ensuite à des documents de statut moins élevé, mais tout aussi intéressants, en commençant par la copie, en passant par le brouillon, l'information erronée, la fiction, et nous aboutirons au faux en fin de conférence, pour aborder d'ailleurs le cas d'un faux archivistique présent dans les fonds des archives municipales de Lyon, un faux qui a été, je pense, élaboré au XIXe siècle et qui témoigne d'une certaine connaissance de l'histoire du XVIIe siècle. Alors, les documents originaux, tout d'abord, puisqu'il faut commencer par là, ce sont des documents qui présentent souvent un formalisme important. Dans les archives municipales, nous conservons des actes authentiques. Ce sont des actes qui, jusqu'à preuve du contraire, font foi devant le juge. Et parmi les actes authentiques, nous avons l'état civil. L'état civil qui est évidemment ce qu'il y a de plus important pour prouver l'identité d'une personne. Alors, l'état civil, nous en avons donc depuis le XVIe siècle. Ce sont des documents qui présentent un formalisme important. Alors, pour prendre un exemple, j'ai choisi la double page du mariage d'Albert Camus, dont nous conservons donc l'original dans les registres de la mairie du 2e arrondissement. Cet acte peut s'analyser d'une certaine manière, et c'est ce qui fait l'authenticité de cet acte. Alors voilà, ça c'est l'avantage du numérique, on peut colorier les actes authentiques. Vous avez en jaune un élément très important, c'est la date, le lieu et les circonstances de l'acte, qui donc contribuent bien sûr à asseoir la date à partir de laquelle Albert Camus sera considéré comme étant marié, avec toutes les conséquences juridiques que ça emporte. Ensuite, l'identification des parties, qui est très longue dans un acte d'état civil, pour des raisons évidentes. Ensuite, le dispositif, très court, qui dit simplement que eh bien, les deux personnes qui se sont présentées devant l'officier d'état civil sont mariées, désormais. Les témoins, qui sont également un élément important de l'acte, puisque l'acte de mariage est un acte public. Et enfin, la mention de la personne ayant autorité pour établir l'acte, puisque un acte authentique ne s'établit pas à la libre disposition des parties. Il faut aller voir un officier d'état civil, en l'occurrence. Et enfin, les signatures des témoins et des personnes ayant contracté l'acte. Donc voilà l'analyse diplomatique du document qui permet aussi de différencier le document original d'un éventuel faux grossier auquel il manquerait telle ou telle partie. Je suppose que de l'analyse diplomatique, vous en faites sans le savoir quand vous recevez par exemple un mail à l'entête de la FNAC, c'est ce qui m'est arrivé récemment, ou de l'assurance maladie qui vous indique que vous devez cliquer à tel endroit pour aller récupérer une nouvelle carte qui vous apportera tel ou tel bénéfice. Mais que vous pouvez constater, par exemple, que l'émetteur ne correspond pas à celui qu'il devrait être, ou que, eh bien, il y a des fautes d'orthographe dans le dispositif, ou encore que les formules qui sont présentes dans le courriel ne correspondent pas à ce qui devrait être le cas. Alors, autre exemple, donc ça c'est un autre document extrêmement solennel qui date du XVIIIe siècle. Nous en avons des séries très importantes, c'est ce qu'on appelle des syndicats. Alors, les syndicats, ce sont les procès-verbaux d'élection des municipalités d'Ancien Régime. On en a une collection qui commence à la fin du XIIIe siècle, qui s'étoffe à partir du XVIe siècle avec des documents absolument magnifiques à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle. Et malheureusement, la collection s'arrête au milieu du XVIIIe siècle, à un moment d'ailleurs où on peut dire qu'elle devient très stéréotypée et où on retrouve quasiment systématiquement la même iconographie avec des peintres de talent très variables.
Donc là, nous sommes dans les années 1730, en 1737 exactement, et ce procès-verbal eh bien, en fait, vient authentifier l'élection du corps consulaire. Alors au XVIIIe siècle, formellement, la municipalité de Lyon était élue, bien qu'en réalité, quand on regarde la manière dont se passait la désignation des membres du consulat, ce n'était qu'une élection de façade. Le gouverneur choisissait tous les membres de la municipalité avant que les maîtres des métiers puissent se prononcer sur l'élection des candidats qui, de fait, étaient des candidats uniques. Néanmoins, on suivait la procédure, au moins formellement, qui avait été définie à la fin du XVIe siècle. Donc nous avons là aussi des parties qui sont toujours les mêmes, et qu'on pourrait d'ailleurs détailler encore plus. Des formules rituelles en tête du document, un dispositif très long qui énumère les différents membres du corps électoral, ainsi que les membres du consulat, l'identité du rédacteur en bas et des éléments de validation formelle, donc une signature et des traces de scellement, puisqu'il y avait des sceaux tout autour de ces documents. Alors ces sceaux, malheureusement, n'apparaissent qu'à l'état de vestiges dans la série que nous conservons, puisqu'au XIXe siècle, on a jugé opportun de mettre ces documents à plat et pour faciliter la mise à plat, d'enlever les sceaux qui étaient certainement très gênants pour le rangement, si bien que des centaines de sceaux ont disparu. Nous n'en avons que quelques vestiges sur certains exemplaires de certaines années. L'analyse diplomatique fonctionne aussi à l'époque contemporaine. Donc là, je vous ai pris l'exemple d'une décision administrative concernant le bulletin municipal officiel. Mais comme on a un peu progressé en matière de formalisme bureaucratique, il y a un peu plus de mentions parfois un petit peu obscures pour le lecteur, notamment des numérotations. Donc vous avez en haut, dans la zone en bleu, la numérotation de l'acte, le nom de l'autorité, l'exposé des motifs, le dispositif qui donne en fait la teneur du document. En l'occurrence, c'est simplement le fait que le maire est autorisé à engager des dépenses pour faire imprimer le bulletin municipal officiel, la date et eh bien, vous voyez qu'il y a la mention de la signature, mais que l'acte n'est pas signé, puisque c'est une illégalité qui est commise depuis très longtemps. Les délibérations de la ville de Lyon ne sont pas signées depuis au moins le milieu du XXe siècle. Ce qui n'empêche pas, malgré tout, la ville de fonctionner parce que la signature est un élément du contexte plus général de l'administration. Et donc, en fait, compte tenu de la manière dont les documents ont été reliés au terme d'un processus relativement complexe de validation, au cours duquel d'ailleurs l'envoi des documents a été signé par différentes autorités, eh bien, nous savons qu'il y a une probabilité extrêmement forte, à défaut d'être totale, que le document que vous avez sous les yeux est bien l'original. La signature ne fait pas tout. Néanmoins, évidemment, quand nous avons des autographes comme ici, donc vous voyez une signature de Jean Dubuffet. Alors les archives du musée des Beaux-Arts de Lyon sont particulièrement riches en autographes. Et donc nous avons ici un autographe de Jean Dubuffet, mais nous avons aussi des factures signées Picasso et un certain nombre d'autres grands noms de l'art moderne, en fait, dans les archives de la ville de Lyon. Donc Jean Dubuffet, en fait, a produit une lettre administrative tout à fait conforme au canon de la correspondance administrative pour obtenir, entre autres, des paiements. Alors, deuxième catégorie de documents, une fois qu'on a parlé des originaux qui donc présentent un certain nombre de marques d'authentification, eh bien, il y a tout ce qui est préalable, qui est préparatoire
à l'original. Alors on parle de minutes, de brouillons, voire de plumitifs dans le jargon des archivistes. En tout cas, dans ce que nous conservons, on a ces trois types de documents qui n'ont pas tout à fait la même fonction. Alors voilà un brouillon ou une minute d'un rapport administratif de 1833. C'est un brouillon de grande qualité puisque même s'il n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques que l'original qui a été envoyé au ministère de l'Intérieur, puisqu'il s'agit d'un rapport préfectoral, eh bien l'écriture est relativement soignée. Ce document est presque semblable à l'original et beaucoup plus accessible en l'occurrence que l'original qui est aux Archives nationales dans une sous-série qui pour l'instant n'a pas encore été classée. Et ce document contient l'analyse socio-économique et socio-politique de la situation de la ville de Lyon au début des années 1830, à un moment où, comme vous le savez, gronde un peu la révolte des canuts. Ce brouillon, en fait, n'est pas du tout authentifié par une signature. Néanmoins, l'archiviste a une très forte présomption que ce document est bien le document original tel qu'il a été voulu par le préfet du Rhône, parce que ce document s'insère dans un recueil qui a été établi à la demande du préfet en question après les événements pour servir de pièce justificative concernant son attitude dans la gestion de la crise, notamment de 1834, qui a été particulièrement meurtrière. Donc là encore, le contexte donne des éléments que la pure forme des documents ne donne pas. Autre exemple aussi de documents préparatoires, un projet de circulaire. Alors nous sommes en 1915, pendant une période de guerre, une période où on fait beaucoup d'économies, notamment sur les supports. Et donc le cabinet du maire de Lyon, Édouard Herriot, garde précieusement les minutes des lettres qu'il adresse aux différents interlocuteurs du maire. Donc ces éléments, bien entendu, contiennent des ratures et en même temps, pour éviter de faire une copie propre de la minute, on se contente d'y mettre un tampon expédié, partant du principe que c'est suffisant pour authentifier le document au cas où on aurait besoin d'y faire référence. Le mot minute présente quelques ambiguïtés puisque, en l'occurrence, je l'ai employé pour qualifier des documents préparatoires, mais ce n'est pas un synonyme de ce qu'on trouve par exemple chez les notaires ou dans les tribunaux, où la minute est en réalité le vrai original qui a été conservé par le notaire et qui s'oppose à l'expédition qui, elle, est envoyée aux parties. Donc aux archives municipales de Lyon, quand on parle de minute ou de brouillon, c'est pratiquement des synonymes et ce ne sont pas des originaux. En aval du document original, il y a la copie. Alors la copie, c'est un procédé très ancien et d'ailleurs la consultation des archives aujourd'hui passe massivement par l'usage de copies qui permettent de concilier l'accès aux documents et la préservation des originaux, puisque majoritairement les usagers des archives s'appuient sur des archives numérisées, qui sont bien entendu des copies. C'est un procédé, en fait, le procédé photographique, qui a commencé à être utilisé à la fin du XIXe siècle pour constituer plutôt des échantillons, qui s'est ensuite systématisé à des fins pédagogiques ou documentaires. On en trouve par exemple énormément dans le fonds de la police scientifique que nous avons récemment numérisé et qui est constitué en grande partie de copies de documents, notamment de documents administratifs adressés aux services de police et que manifestement le docteur Edmond Locard conservait à titre de référence dans cette espèce d'amas de documents très très variés. Et dans ce cas-là, en effet, nous avons là énormément de copies photographiques. La photographie aussi a été utilisée à partir du milieu du XXe siècle, du XXe siècle, pardon, pour
permettre la consultation sous forme de microfilm. Et aujourd'hui, eh bien, nous utilisons la numérisation, qui n'est qu'un dérivé de la photographie, pour diffuser les archives. Mais il faut avoir conscience que ce n'est jamais qu'une dégradation de l'original qui vous est proposée, puisque nous conservons l'essentiel des informations, mais nous devons faire des choix qui peuvent être liés à des contraintes économiques, par exemple le fait de numériser en noir et blanc plutôt qu'en couleur, qui permet d'alléger la copie par rapport à l'original, mais qui entraîne des déperditions d'informations. Le choix aussi parfois des formats de fichiers, le choix de reconnaître ou non les caractères, voire pour la consultation de la copie, des choix d'indexation ou de description qui sont évidemment très, très forts et qui ont des conséquences assez fortes sur l'usage qu'on peut en faire. Alors la copie est quand même un usage très ancien, puisqu'aux origines même des archives de Lyon, nous avons une copie, c'est le cartulaire d'Étienne de Villeneuve, qui date de 1336. En 1320, à l'origine des archives de la ville, il y a la charte Sapodine, qui est en fait la charte de privilèges octroyée par l'archevêque de Lyon, seigneur de la ville, aux bourgeois de Lyon. Et cette charte donne aux bourgeois le droit de conserver leurs archives. Mais comme il n'y a aucune trace d'organisation archivistique avant la fin du XIVe siècle à la ville de Lyon, voire plutôt au XVe siècle, eh bien, très rapidement, les bourgeois constatent que les archives ont tendance à se disperser dans les familles ayant exercé la charge d'échevins ou de consuls. Et donc, eh bien, en fait, on a du mal à retrouver les originaux. Donc 15 ans après la charte Sapodine, un travail de compilation des différentes copies est réalisé. C'est ce qu'on appelle un cartulaire. C'est le cartulaire d'Étienne de Villeneuve qui consiste en fait à répertorier par grands émetteurs les principaux actes concernant la collectivité et à les faire recopier par des notaires qui ensuite les signent pour donner une valeur authentique aux copies, à l'instar des originaux. Donc c'est un mode assez classique au Moyen-Âge de gestion des archives, puisqu'on trouve des cartulaires un peu partout. On en trouve aussi dans les maisons religieuses et dans d'autres types de communautés. Mais ce qui est intéressant dans le cartulaire lyonnais, c'est l'apparition aussi de signatures. Donc signature de la part des notaires qui s'inspirent très fortement au XIVe siècle du scellement, puisqu'on est encore dans une formule un peu intermédiaire par rapport à la signature manuscrite qu'on trouvera plus tard. Alors toujours une déclinaison des documents originaux, il y a la signature électronique. Alors je ne m'appesantirai pas sur ce sujet-là, qui mériterait une conférence en soi, mais la signature électronique fait en pratique disparaître la notion d'original, puisque ce qui importe maintenant, c'est le contenu du message qui va être vérifié par simplement un procédé cryptographique qui permet de s'assurer qu'il y a la même quantité d'informations au départ et à l'arrivée. Et donc, quand vous signez électroniquement un document, ce qui je pense vous arrive à tous, eh bien, il y a une forte présomption que ce document n'a pas été altéré. Alors, il y a même maintenant une norme européenne qui détaille les différents niveaux de signature électronique. Le niveau 1 étant la signature manuscrite numérisée, qu'on pratique de temps en temps pour approuver des contrats de faible valeur avec un faible engagement. Par exemple, je signe des conventions de stage avec ma signature électronique numérisée. Ça n'a pas beaucoup de valeur devant un juge, mais c'est un premier niveau. Deuxième niveau, c'est la signature électronique plus avancée, où on va utiliser un tiers de confiance. C'est par exemple ce qui se passe quand on valide un paiement avec sa banque et sa carte bancaire en ligne. Vous avez souvent un système qui vous demande de recourir à votre smartphone. Eh bien, ça, c'est le deuxième niveau. Et puis, les niveaux 3 et 4, ce sont des niveaux qui recourent à des certificats
avec un niveau d'exigence bien supérieur, puisqu'il faut avoir un petit objet qui vous a été remis par un prestataire et qui ensuite, mis en relation avec une solution informatique, vous permet de signer et d'avoir des actes à très forte valeur probante. Je ne m'étendrai pas plus là-dessus, n'ayant pas de documents signés électroniquement à vous montrer. Mais de toute façon, dans quelques années, les archives de Lyon, comme tous les services d'archives, auront des documents signés électroniquement en masse dans leurs fonds. Une autre déclinaison de l'original, alors nous commençons à nous écarter progressivement de la pure authenticité et de l'originalité, ce sont les reconstitutions et les pastiches. Alors, nous en avons quelques-uns, des documents dans ce cas-là, aux archives municipales de Lyon. J'ai souhaité aborder le sujet parce que parfois il y a une confusion dans l'esprit notamment des gens qui pratiquent la reconstitution et le pastiche. Donc, dans cette typologie entre naturellement des fonds qui ont souhaité reconstituer des plans du passé. Je pense notamment à Pointet, qui a fait un plan de Lyon. Joseph Pointet a fait un plan de Lyon qui s'appuie sur des documents d'Ancien Régime et qui donc retrace un peu la topographie d'Ancien Régime alors qu'il vivait au XXe siècle. C'est une reconstitution du passé. Nous avons aussi, dans la catégorie reconstitution, les magnifiques travaux d'Antoine-Marie Chenavard sur Lyon à l'époque romaine, donc travaux qui datent du début du XIXe siècle, qui sont très beaux et qui sont également totalement inexacts. Mais ces documents totalement inexacts ont une importance historique par eux-mêmes, puisqu'on les retrouve comme source d'inspiration directe dans des monuments lyonnais. Donc là, vous avez une mosaïque de Fourvière qui s'inspire de façon assez nette du travail de Chenavard. Nous avons eu aussi un cas intéressant, parce que c'était l'occasion d'une discussion avec l'auteur de ce dessin. Donc ça, c'est un dessin qui date du début du XXIe siècle, qui a été élaboré par Jean Burdi. Jean Burdi est maintenant très âgé, mais c'est un spécialiste des aqueducs de Lyon, des aqueducs romains de Lyon. Et à son instigation, il y a maintenant presque 20 ans, les archives municipales de Lyon avaient acquis une magnifique série de dessins du XVIIIe siècle dus à Guillaume Delorme. Guillaume Delorme, c'est un architecte dont on sait finalement relativement peu de choses, mais qui a consacré une vingtaine d'années de sa vie, entre 1760 et 1780, à des relevés systématiques de tous les aqueducs lyonnais alors subsistants, et donc dans un état meilleur, bien entendu, que ce que nous connaissons aujourd'hui. Malheureusement, Guillaume Delorme n'a pas fait un relevé absolument exhaustif, puisqu'il manque au moins une vue d'un des aqueducs. Et donc Jean Burdi, dans son souhait d'exhaustivité, a élaboré une vue d'un aqueduc à la manière de Guillaume Delorme. Alors quand il m'a parlé de ce travail, il était un peu amusé par le fait qu'il avait fait un faux, mais je l'ai rassuré en lui disant qu'ayant signé son document, il ne s'agissait que d'un pastiche, puisque bien évidemment le faux aurait induit en erreur, de façon assez convaincante d'ailleurs, le spectateur, puisque à la fois l'écriture et le graphisme sont très proches de ce que Guillaume-Marie Delorme avait fait au XVIIIe siècle, mais la signature vient quand même détromper assez rapidement la personne qui consulte le document d'archives. Les erreurs aussi, nous en avons. Alors, ce sont des documents, bien sûr. Alors là, je mettrai dans un même paquet des documents qui, parfois, ont subi des erreurs par le passé, donc des erreurs qu'on pourrait qualifier de techniques. Rétrospectivement, il y a beaucoup de documents qui contiennent des erreurs. Si on souhaitait se repérer dans la ville
de Lyon au XVIe siècle, en utilisant le plan scénographique, on aurait eu quelques difficultés, puisque, bien entendu, l'échelle n'est pas du tout respectée, elle est même extrêmement variable, elle est plus petite à l'extérieur de la ville et plus grande à l'intérieur. Donc, évidemment, les angles même entre les rues ne sont pas nécessairement bons. Mais en fait, c'est peut-être aussi le fait de l'intention de l'auteur du plan. Alors ici, vous avez le tableau d'assemblage, c'est pour ça qu'il y a ces numéros. Mais l'intention de l'auteur, c'était surtout de montrer l'exhaustivité de la ville et de tirer parti d'un support très contraint. Et donc, on a pu d'ailleurs, dans quelques études assez intéressantes, montrer que pratiquement le nombre de maisons représentées dans le plan scénographique concordait avec le nombre de foyers recensés dans les rôles fiscaux de la même époque, donc au milieu du XVIe siècle, ce qui témoigne d'une certaine forme de fiabilité, mais pas forcément celle à laquelle nous nous attendrions. Donc attention à ne pas chercher trop vite l'erreur, là où potentiellement c'est juste l'effet d'une intention différente de celle que nous prêtons à l'auteur du document. Il y a aussi des erreurs liées au contexte culturel, puisque le rapport à la vérité historique et à l'usage des documents anciens a pu être assez mouvant. Quelle mouche a bien pu piquer les consuls de Lyon lorsqu'ils ont décidé d'écrire à messieurs les jurats et secrétaires de la ville de Bordeaux pour les prier de faire chercher en leurs archives les anciens titres et monuments de cette dite ville que l'on dit y avoir été transportés par les Goths et Visigoths, et les ayant trouvés, ou quelque partie d'iceux, en faire vidimus, c'est-à-dire copie, aux dépens du dit consulat. Alors bien entendu, aujourd'hui, avec notre œil d'historien, eh bien, on sait bien que les Visigoths ne sont pas passés par Lyon, et on se doute qu'il n'y a pas d'archives de l'époque romaine à Bordeaux et qu'il n'y en avait pas au XVIe siècle non plus. Et même si on est un peu moins au fait de l'histoire des Goths et des Visigoths, on a peut-être des images issues d'Astérix chez les Goths qui nous reviennent spontanément à la lecture de cet extrait des délibérations municipales. Mais en fait, ce qui est important dans cette affaire-là, ce n'est pas tellement le fait que les consuls de Lyon se soient trompés, c'est plutôt la question de savoir pourquoi ils ont écrit à leurs collègues de Bordeaux et qu'est-ce qu'ils avaient à l'esprit, donc quelle culture historique était la leur, et pourquoi ils se mettent soudain dans la décennie 1575-1585 à ranger leurs archives et à essayer de les reconstituer. Dans la série des erreurs, vous voyez, je mets des erreurs de nature très différente dans ce chapitre-là. Je voulais vous montrer aussi une erreur archivistique, car il y en a. Les archivistes se trompent et ça a des conséquences parfois très fortes et très concrètes sur l'interprétation des documents. Vous avez ici un des plans les plus anciens de Lyon. Donc c'est un plan dont la conformation générale fait beaucoup penser au plan scénographique du milieu du XVIe siècle. On le montre beaucoup moins que celui du milieu du XVIe siècle pour une raison que vous pouvez deviner en regardant ce que vous avez à l'écran. Il a malencontreusement été verni au XIXe siècle pour sans doute à l'époque en accroître la lisibilité. Mais à l'époque, on ne maîtrisait pas le vieillissement des vernis. Et le résultat, c'est que finalement, c'est l'effet totalement inverse de celui qui était recherché qui a été produit. Aujourd'hui, malheureusement, l'essentiel de ce plan est très difficile à lire et on a bien tenté d'enlever le vernis qui a été apposé au XIXe siècle, mais le résultat n'est absolument pas concluant. Donc les choix de conservation peuvent avoir des conséquences assez fortes sur la perception que nous avons de l'histoire. De même, on pourrait citer des choix parfois d'échantillonnage malheureux qui ont pu être faits par le passé et qui ensuite obscurcissent l'exploitation de telle ou telle source du XXe siècle. Et donc ça, ce sont évidemment des erreurs archivistiques. Mais je voudrais, avant d'aborder donc le faux document du XVIIe siècle, vous parler aussi de
je dirais, de situations où il n'y a pas d'erreur à proprement parler, mais où les documents par eux-mêmes, par le cadre dans lequel ils s'inscrivent, peuvent induire leur lecteur, disons, en erreur. Il s'agit soit d'une fiction juridique, et donc dans ce cas-là d'un cadre inadéquat qui décrit les événements d'une manière tellement partiale qu'on peut éprouver quelques doutes à la lecture, soit de la propagande, qui est aussi une forme de tromperie. Alors voilà une fiction juridique. Nous sommes en mars 1794 et les représentants du peuple en mission font afficher une proclamation à la ville de Lyon. Et dans cette proclamation, ils indiquent, ils assurent qu'ils ont été envoyés à Lyon pour assurer le bonheur du peuple. Donc le contexte important de cette affaire, bien sûr, c'est que nous sommes peu après le siège qui a quand même été assez meurtrier et qui a entraîné un certain nombre de dégâts importants dans la ville de Lyon. Donc manifestement, c'est une fiction politique. Ce n'est pas à proprement parler un mensonge ni un faux, puisque légalement, les représentants du peuple n'ont pas énoncé de faits inexacts, mais la perspective qui est présentée est un peu étrange, rétrospectivement en tout cas. Et puis, je voulais vous montrer aussi, dans le chapitre de la propagande, cette très curieuse affiche franco-belge qui date des années 1920, dont nous ne savons absolument pas pourquoi les archives municipales de Lyon s'en sont retrouvées dépositaires. C'est une affiche en allemand qui semble pouvoir être reliée parce qu'elle s'insère dans le contexte de toute une série d'affiches en allemand qui parlent de l'occupation de la Ruhr dans les années 1920. Et donc cette affiche semble donner la parole aux Allemands pour justifier le fait qu'on continue de travailler malgré les appels à la grève émis par les autorités allemandes en réaction à l'occupation de la Ruhr dans les années 1920. Donc techniquement, c'est un faux, puisque on peut avoir quelques doutes, sachant que le document s'insère dans une série de productions purement administratives sur le fait que c'était une production spontanée de la part de la population qui aurait dénoncé la grève générale anti-française lancée dans les années 20 dans la Ruhr. Mais c'est un faux qui est en fait très facile à démasquer puisque, bien évidemment, le contexte nous donne énormément d'indications. Alors, je vais vous montrer un faux bien plus subtil. C'est un plan qui fait partie des trésors des archives municipales de Lyon. En tout cas, il a été présenté comme tel jusqu'à très récemment. Il est attribué à Jules Hardouin-Mansart, qui aurait en fait dessiné un grand plan d'une cité administrative qui se serait située à peu près ici, en fait, sur une île au sud de la presqu'île. Cette île aurait été réaménagée pour faire un grand parc avec aux quatre angles des édifices importants. Donc en haut de la carte, vous avez le Rhône, qui est donc l'endroit où Hardouin-Mansart aurait placé un moulin ainsi que l'hôtel du gouverneur de la province. En bas de la carte, vous avez un port, donc ce sont des emmarchements qui descendent vers la Saône. Et à côté de ce port, eh bien, l'hôtel de l'intendant, donc en face de celui du gouverneur, dans une parfaite symétrie des autorités royales. Ça aurait été bien entendu une vision très intéressante puisque la plupart des institutions importantes de l'Ancien Régime se seraient retrouvées sur cette île qui aurait peut-être été raccordée d'une manière ou d'une autre à la presqu'île, mais au milieu d'un grand parc, très innovant aussi d'ailleurs, puisqu'on ne connaît pas d'autres projets de Jules Hardouin-Mansart présentant ce type de configuration.
et on ne connaît pas non plus d'ailleurs de plan de cité administrative au XVIIe siècle. Donc d'une certaine manière, depuis le milieu du XIXe siècle, on a aux archives municipales de Lyon un plan très innovant en matière administrative qui vraiment aurait concentré toutes les institutions d'Ancien Régime dans un périmètre très étroit. Alors si on parcourt quelques détails, eh bien, on a ici une retombe qui donne quelques éléments de contexte intéressants d'ailleurs, puisque la retombe donne en fait un titre au document. Donc c'est un projet d'embellissement des quartiers sud de Lyon par Mansart. Ce plan a été restauré en 1873 par les ordres du préfet du Rhône, grand officier de la Légion d'honneur. Alors en fait, on en sait un peu plus sur les conditions d'acquisition, puisqu'on sait que ce plan a été acheté à un personnage qui n'est pas forcément très reluisant, puisqu'il usurpait un titre de noblesse. C'était un chevalier de Saint-Thomas, et cette acquisition faisait suite à une première proposition que le chevalier de Saint-Thomas avait fait à Benoît Coste, qu'il avait refusé, la trouvant trop chère. Et finalement, cet intermédiaire s'était adressé à la ville de Lyon, qui avait fini par accepter d'acquérir ce plan, qui en effet présente beaucoup de caractéristiques très intéressantes au plan historique. Alors, très intéressante, mais un peu curieuse quand même. Alors déjà, ce qui est assez curieux, c'est le choix de la disposition des différents bâtiments publics, puisque l'hôtel du gouverneur se situe à immédiate proximité d'un moulin. D'ailleurs, les légendes ne sont pas toujours concordantes avec ce que le plan paraît représenter. Ainsi, des écuries sont raccrochées à des bâtiments qui ressemblent plutôt à des bâtiments d'habitation. De même, la disposition de l'hôtel de l'intendant est assez curieuse parce que, en fait, ça ne correspond pas du tout à la disposition habituelle d'un hôtel particulier. Et à bien des égards, le projet paraît très innovant puisque les institutions culturelles sont elles-mêmes toutes regroupées au même endroit. Et bref, c'est tout à fait visionnaire. On peut avoir quelques doutes sur la provenance, mais tout ça ne fait pas un argument en soi. Il reste que dans un article paru en 2019 dans les actes du colloque international consacré à Jules Hardouin-Mansart, donc l'historien de l'architecture et conservateur du patrimoine Guillaume Fontenelle donne quelques bons arguments en plus de ces éléments qui font douter. Donc outre la provenance, le support qui est en fait un papier datable de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, donc totalement incompatible avec les années de vie de Jules Hardouin-Mansart, qui a vécu à la fin du XVIIe siècle. Encore qu'on pourrait imaginer qu'il s'agisse d'une copie très fidèle d'un original dû à Jules Hardouin-Mansart. Mais en plus, il y a ces incohérences dont je vous ai parlé, qui sont en fait très nombreuses, ainsi que des anachronismes. Par exemple, les eaux et forêts qui bénéficient d'un traitement extraordinaire alors que la province de Lyonnais n'est pas très dotée en forêt domaniale. Eh bien, les eaux et forêts sont appelées corps du génie du bois, qui est une appellation bien plus tardive que celle de la fin du XVIIe siècle. Et enfin, la dédicace au gouverneur du Lyonnais paraît anachronique, puisque au moment où Jules Hardouin-Mansart aurait dû lui faire la dédicace, il était duc et pair et non plus marquis. Il y a donc là un plan qui est probablement un plan du XVIIIe siècle, à en juger d'après le graphisme et le support, mais qui a été maquillé en plan du XVIIe siècle pour en accroître certainement la valeur vénale et la valeur symbolique. Voilà, donc un exemple de faux qui
me paraît intéressant parce que les faussaires sont souvent d'assez bons historiens, bons connaisseurs en tout cas des attentes de leur public. Et donc je suis heureux de pouvoir vous parler des conclusions de ce collègue. Voilà, pour conclure, je donnerai juste quelques points. Le premier, c'est que, comme vous l'avez compris, le rapport des archives à la vérité est complexe. Ce n'est pas parce qu'un document est original qu'il dit la vérité. Ce n'est pas parce que c'est une copie que c'est faux. Ce n'est pas non plus parce qu'un document est sincère qu'il ne travestit pas la réalité, puisqu'il y a des fictions juridiques. Tout cela impose bien sûr quelques bonnes pratiques qui relèvent de l'esprit critique, mais qui ne doivent pas non plus être excessives. Ainsi, pour vérifier l'authenticité d'un document, l'étude du contexte reste fondamentale, et donc c'est aussi une des raisons du travail des archivistes qui consiste à rétablir au maximum le contexte historique pour permettre aussi la critique des documents. Et si les informations de contexte font défaut, et ça arrive parfois, eh bien, l'étude interne permet aussi de révéler des contradictions qui doivent pouvoir être expliquées d'une manière ou d'une autre. Voilà, tout cela justifie, de la part des archivistes, mais même de la part de tout historien professionnel ou amateur, une approche raisonnablement critique des documents conservés. Voilà, je me tiens bien sûr à votre disposition si vous avez des questions. Oui.